bonjour à tous. Alors avant de me présenter, je voudrais quand même remercier Myriam de m'avoir permis de venir faire une petite présentation un petit peu sur les bois tropicaux et les contraintes du marché et les plans d'action. Alors avant de me présenter, il faut quand même savoir que Myriam, ça commence par une balade en forêt, et puis ça se termine ça commence par une aventure digne d'Ulysse, en moins dangereux puis en plus amusant. Donc voilà, ça a commencé en Guyane, notre rencontre. Il faut savoir aussi que si j'étais pas contraint là, à mes occupations actuelles, hier, avant que vous sentiez le dernier point d'interprétation de sa présentation, vous m'auriez vu debout sur la chaise avec les deux bras en l'air pour son projet, ça c'est sûr. Alors oui, donc Patrick Martin, donc je sors de l'ENSTIB, j'ai fait un DEA, j'ai commencé avec mon volontaire technique en service militaire en Guyane, en collaboration avec le CIRAD. Et à la fin du volontariat, j'ai démarré une thèse en convention CIFRE, donc moitié mi-temps bureau d'études, moitié mi-temps doctorat. À la fin de ce doctorat, il a quand même un peu tardé puisque les deux balances sont un peu difficiles, enfin les deux aspects sont difficiles à lier en parfaite complétude, enfin de façon bien poussée. J'ai monté mon cabinet de bureau d'études en calcul de structure en Guyane, donc ça a duré 5 ans. Et puis avant de repartir de Guyane, le FCBA est venu me chercher pour un poste d'ingénieur recherche, donc je faisais plus de l'expertise et de la normalisation. Et depuis 4 ans, je suis à la TBT, pour des raisons où justement j'espérais un petit peu que le FCBA se penche davantage sur les bois tropicaux, mais il n'y a pas eu cet engouement. Donc voilà à peu près qui je suis. Je vais vous présenter maintenant un petit peu ce qu'est d'abord la TIBT. Il y a ce petit truc là. Non. Derrière. À droite. Donc déjà, qu'est-ce que la TBT? Puisque il y a pas mal de personnes qui ne savent pas du tout ce qu'est la TBT. On connaît davantage le CIRAD, qui a beaucoup travaillé qui travaille toujours sur les bois tropicaux. Donc la TBT, le A, c'est d'abord une association, donc sous forme d'ONG. La création a été faite en 1951 à la demande de la FAO et puis de l'OCDE. Alors on a une forme associative et une forme SARL pour d'autres aspects, notamment de formation, d'expertise, de vente de documents, de diffusion d'informations. Le but essentiel de cette association, c'est d'organiser et de rationaliser le commerce des bois tropicaux. Donc le T, c'est pour technique. Donc c'est une source d'information technique et commerciale pour les professionnels et le grand public. Je détaillerai un petit peu plus les champs d'action. International, puisque les membres sont constitués d'institutions internationales et nationales, de centres de recherche, d'entreprises du secteur privé et de la forêt, du négoce de l'industrie, internationaux, des bois tropicaux. On a aussi des fournisseurs en équipement, des transporteurs, et puis tout dernièrement, on intègre aussi les États. Donc on a le Congo qui a ratifié, on a même un accord de siège au Congo là, depuis peu, donc on a un statut diplomatique sur place. En République centrafricaine, on a une convention qui est ratifiée. En Côte d'Ivoire, la convention elle est juste signée. En RDC, elle est signée aussi. Donc les choses évoluent un petit peu. Le but, c'est de transformer l'association en un organisme international. Alors, pour ou contre, je ne sais pas ce qu'on peut espérer de mieux pour l'avenir de la TIBT, puisque les membres s'inquiètent un petit peu sur le fait que si on travaille davantage sur les avantages des États, on peut moins facilement défendre les intérêts des membres. Donc des industriels. Donc la TBT représente quand même l'intérêt de plusieurs milliers d'individus dans le milieu tropical. Et donc BET, c'est pour les bois tropicaux. Donc on travaille sur les bois qui sont, les pays qui sont entre
tropique du Cancer et du Capricorne, donc ça touche l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique latine. Nos actions sont essentiellement concentrées sur l'Afrique, puisqu'il y a plus de pays francophones, et il y a aussi des interactions qui sont plus faciles à mener, c'est-à-dire qu'il y a d'autres organismes, en tout cas en Asie et en Amérique latine, qui ont déjà un fort pouvoir, une forte interaction avec le milieu industriel. Bien, ben je démarre un petit peu comme toi, j'ai parlé de la ressource aussi. Donc, mais pas sous forme de pays déformés, déjà un petit peu plus simple. Donc, 5%, c'est rigolo, c'est 5% à l'Europe. Donc l'Amérique du Nord c'est 16%, l'Afrique 16%, l'Asie, l'Océanie, puis en Amérique, là aussi il y a 21%, et l'Amérique centrale 23%. Donc ça c'est en ressources, en répartition forestière, les surfaces forestières. L'usage de la ressource, bah, vous voyez qu'il y a 52% qui part en chauffage et cuisson, et il n'y a que 28% qui est réservé au sciage. On a 15% pâte à papier, puis il y a des utilisations un peu variées, diverses, qui représentent 5%. Alors les évolutions entre 1999 et 2012, vous voyez que pour les exportations des produits forestiers africains, on a une tendance à la diminution d'importation en Europe, enfin, d'exportation vers l'Europe. On a une forte tendance à l'augmentation vers l'Asie. On a une forte croissance de la consommation, enfin l'autoconsommation en Afrique. Et puis, pour les autres pays, ça reste à peu près stable. Donc on a une tendance, voilà à peu près une tendance de l'évolution du marché. Pour ce qui concerne la France, bah, vous voyez que la consommation, elle chute de façon assez vertigineuse. Alors il y a la forte baisse liée à l'exportation des grumes, puisque les pays ont mis en place des lois visant à transformer davantage les produits tropicaux dans le pays avant de les exporter. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de consommation, il y a moins d'exportation au final, et c'est essentiellement dû à l'interdiction à la régulation d'exportation de grumes. Alors, là je vais rentrer un petit peu dans les détails parce qu'on a une forte opinion publique qui lie directement les bois tropicaux et la déforestation. Donc je voudrais un petit peu casser les idées préconçues. Faut quand même savoir, vous voyez là vous-même, en fait, si on représente le orange, le vert et le bleu, que ça représente environ 85% qui partent directement liés à l'agriculture et l'élevage. On a encore 8% qui partent en bois de feu. Déjà, waouh! Donc on a 5% pour l'exploitation et l'infrastructure. Je vais aller bien plus vite. Alors nos actions, ça démarre, j'ai mis un petit encadré avec un 1. La première action c'est les activités par rapport au FLECT, donc au RBE, pour le suivi de la légalité, donc la mise en place d'APV et puis aussi des entreprises pour la traçabilité des bois. On soutient aussi les systèmes de vérification de légalité et de traçabilité. Alors, au niveau on soutient également les entreprises qui sont liées directement avec le FSC ou le PEFC. Donc, on a les 10 principes qui sont liés au FSC ou au PEFC sont là. Donc, ça part sur les lois, les sécurités foncières, les droits et usages coutumiers pour les populations locales. Aussi le bien-être social et économique, les utilisations multiples des produits de la forêt, des fonctions écologiques et la diversité biologique des forêts protégées. Il faut quand même savoir qu'il y a plus d'éléphants et de gorilles dans les forêts qui sont gérées durablement qu'il n'y en a dans les parcs naturels, puisque justement il y a des moyens liés à ces certifications pour pouvoir les défendre. Bon, là, forcément la mise en place de plans d'aménagement où on a un prélèvement d'1 à 2 arbres à l'hectare tous les 30 ans, avec une conservation complète de la forêt pendant cette période. Donc ça sauvegarde les forêts. Il y a des études sur les impacts de la gestion forestière.
On a une protection des forêts à haute valeur. Et puis, on a aussi des certifications qui s'appliquent sur les plantations, mais sans remplacer totalement les forêts naturelles. Alors, les avantages et inconvénients, je vais passer, excusez-moi, cette diapositive, puisque j'ai encore beaucoup de choses à vous parler. Le troisième point, c'est effectivement aussi la mise en place d'une nomenclature qui a démarré donc, en 1954. Donc on a une circulaire, alors oui, on a environ 50 000 espèces tropicales dans le monde, et on a 2500 qui sont commercialisées. Les regroupements de propriétés similaires se font par ce qu'on appelle des essences, donc on a environ 400 qui sont commercialisés dans le monde. Et les multiples noms vernaculaires posent beaucoup de problèmes dans la commercialisation. Donc l'ATIBT en fait est le gardien du temple de l'attribution des noms pilotes. Tous les noms que vous connaissez, IP, Massarandoa, etc., c'est l'ATIBT qui les définit et qui les met à jour régulièrement pour éviter justement les problèmes de conflits dans les échanges commerciaux. Donc il y a une circulaire en France du 5 avril 2005 qui parle directement de l'ATIBT comme responsable de cette activité. Et puis dernièrement, on a aussi l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui introduit une grande partie de la nomenclature dans ce qu'on appelle le HS code pour codifier, enfin pour l'utilisation des noms dans les échanges commerciaux et éviter les problèmes. Voilà, donc le quatrième point, donc on a un petit peu l'offre qui est pilotée par la demande. Donc pour conserver cette biodiversité forestière, il faut aussi diversifier les produits, enfin les essences sur le marché. Et donc ça nécessite la connaissance de ces essences pour que les utilisateurs puissent l'employer à bon escient. Donc il y a différents outils qui ont été mis en place déjà depuis un bon moment, notamment les atlas des bois tropicaux, mis en place en partenariat avec aussi le CIRAD, qui a beaucoup de données sur ces aspects. Donc ça parle des caractéristiques mécaniques et physiques, des transformations que peuvent poser, des problèmes de transformation que peuvent poser les essences, des usages et puis des précautions d'utilisation. Alors toutes les propriétés qu'on trouve dans ces atlas deviennent maintenant un petit peu insuffisantes par rapport aux normes, puisque directement, que ce soit les bureaux de contrôle, les bureaux d'études ont besoin justement de s'appuyer sur des valeurs normalisées reconnues pour l'utiliser comme il faut. Donc il y a encore à travailler sur ces points. La diversité, donc le marché focalisé, si le marché se focalise sur quelques essences, par exemple le teck, le bois de rose, la framboisia ou la cajou d'Amérique, on a une tendance à la disparition de ces essences. Donc il faut trouver des essences de substitution, mais ce n'est pas toujours possible. Hein. Il y a certaines essences, le bois de rose, pour l'utilisation des extractibles, on n'a pas trouvé mieux. Même le teck qui paraît en utilisation pour le milieu maritime assez simple à substituer, il a des propriétés qu'on trouve nulle part. Enfin, l'ensemble de toutes ces propriétés, on ne les trouve pas dans d'autres bois. Alors les plantations, je ne vais pas en parler plus que ça. On a aussi des limitations, donc on interagit avec la CITES et l'IUCN pour définir les essences qui doivent être référencées. Alors dans la CITES, on a plusieurs annexes. L'annexe 1 qui recense les espèces menacées d'extinction, l'annexe 2 qui est en contrôle, l'annexe 3 où c'est le pays qui demande justement à le suivre, et puis l'annexe 4 qui n'est jamais diffusée, mais qui s'appuie un petit peu sur les valeurs les diffusions de l'IUCN. Donc voici les essences qui sont concernées, il n'y a que celle-ci, ça n'a pas plus loin. Alors la red list de l'IUCN, c'est pareil, ils ont aussi une classification pour parler des essences qui sont directement en voie d'extinction jusqu'à celles qui ne sont pas du tout évaluées. Alors on fait aussi de la lutte contre un petit peu les ONG qui entretiennent des idées préconçues sur la déforestation. Je vous ai déjà montré un petit peu ce qu'il en était de la déforestation, les causes réelles. Les moyens et organisations sont très importants et ils appliquent une politique un petit peu de terreur.
Donc il y a besoin un petit peu d'un soutien marketing des boîtes. Enfin, il y a aussi le soutien des marketing des boîtes pays qui font énormément de tort parce qu'ils entretiennent aussi ces idées préconçues. Alors une chose que je voulais vous montrer un petit peu, c'est que en faisant le boycott, ce qu'on fait essentiellement, c'est de dévaloriser le produit. Le produit, donc localement, les personnes ont besoin de ressources, donc ils cherchent des alternatives. Les alternatives, c'est la déforestation, puisque si une forêt ne vaut rien, autant la raser et puis faire de la plantation, ou de l'agriculture, de l'élevage, quelque chose d'autre pour pouvoir en tirer des revenus. Et donc on repart sur un cercle vicieux à casser. Bon, il manque un petit peu de détails, je vous mettrai dans la présentation, parce que je ne tiens pas non plus à laisser ça ni dans la présentation, ni dans la réalité. Donc un autre champ d'action, c'est le 8e point, donc les normes. Donc je suis présent dans plusieurs commissions de normalisation pour essayer de défendre un petit peu les intérêts des bois tropicaux. Donc c'est un outil d'application volontaire, mais il y a les marchés publics qui ont l'obligation de suivre les normes. On est les assureurs, il y a un code dans l'article, il y a un article dans le code civil qui indique que les assurés sont déchus de leurs droits dès lors qu'ils ne respectent pas les normes. Et puis on a aussi les tribunaux en cas de litige qui font référence directement aux normes. Donc c'est pas obligatoire, la norme n'est pas obligatoire. Cependant, voilà ce qui se passe si c'est pas respecté. Donc pas vraiment le choix. Donc c'est véritablement un champ de bataille économique. Alors c'est pas uniquement les industriels qui se battent entre eux, il y a aussi les laboratoires qui ont une forte implication dans les commissions de normalisation, qui orientent aussi des caractérisations, des qualifications liées à leur activité propre. Donc c'est pas aussi simple. Les protocoles de qualification sont de plus en plus complexes. Ça c'est un gros problème pour le bois dans l'accès au marché. Donc pour les bois résineux qui sont très largement qualifiés dans tous les aspects, le ROCODE, dont parlait justement Pascal Trigolo, est essentiellement focalisé sur l'utilisation des résineux dans la construction. Mais pour les autres bois, il reste encore plusieurs points qui ne sont pas clairs et qui posent des problèmes d'utilisation. Alors, l'abstraction de l'empirisme, on oublie un petit peu tout ce qui existait par le passé, et c'est un petit peu dommage, les données des laboratoires. Alors l'évolution du marché, donc on a aussi une tendance à utiliser des bois qui sont, des produits qui sont prêts à l'usage, qu'on met directement au bout de la machine et puis qu'on va sortir de l'autre côté complètement fini. Donc on recherche plutôt des matériaux complètement calibrés, homogènes, inertes. Pour vous donner un exemple, je suis allé donner une formation dans le groupe DEGA qui fabrique, qui est numéro 2 en Europe de fabrication de portes et blocs-portes spécialisés. Et les personnes que j'avais à former, c'était des plasturgistes. Donc aucune connaissance du matériau, et pour eux, le principe c'était je prends, je transforme et c'est fini, je ne cherche pas à comprendre le matériau en lui-même. C'est impressionnant là. Ça passe. Donc les autres matériaux, donc on a aussi des procédés de plus en plus présents. Donc il y a les plastiques, les métaux, les matériaux composites, les traitements chimiques qui sont aussi un peu présents aussi, les traitements haute température, la fibrillation, la scintillation. On a des certifications de qualité aussi qui sont extrêmement contraignants pour le marché. Pour accéder au marché, on a besoin justement de qualifier nombre de produits. Donc en autre activité, on a les règles de mesurage, je vais aller très vite. Ouais, c'est pour les questions, comme ça. Ouais. Donc on édite des règles de mesurage, des règles de classement sur les grumes, les sciages, les plaquages, donc c'est un petit peu pour rationaliser le commerce des bois tropicaux. On a aussi, en contrainte, on a par exemple les règles MGR, Malaysian Grading Rules, les règles NHLA qui sont en Amérique du Nord, les règles de la TBT qui sont un peu plus propres à l'Afrique. On avait essayé de créer une règle de classement d'aspect des bois tropicaux qui portait le nom de SATA, siège avait fait Tropical Africain dans un premier temps. Malheureusement, les industriels ont refusé l'application de cette règle, qui était plutôt basée sur une notion de rendement, donc plus logique et plus rationnelle, mais ça a jamais, les industriels ont refusé l'application de ces règles. Alors on a aussi des règles sur les contrats à usage, les litiges et réclamations, justement, toujours pour
Il y en a d'autres encore, donc je passe un petit peu les points. Je fais aussi de la formation, donc on a des titres de classeur de la TBT, où on vient former les personnes pour la réalisation du classement des bois, et puis on leur donne un certificat. La mise en place du marquage CE sur les produits, pour l'accès au marché européen. Et puis des formations plus généralistes sur le bois tropicaux, comprendre un petit peu les enjeux et le produit lui-même. Alors on a d'autres projets. Là, je vais passer complètement, excusez-moi, désolé. Dommage, je voulais vous parler un petit peu. C'était la cogénération, la mise en place et tous les problèmes qui sont liés directement à la mise en place dans le... Donc c'est là les différents points qui empêchent justement les industriels d'investir. On en a quand même un qui investit quand même à hauteur de 18 millions d'euros pour une centrale de 4,1 MW au nord du Congo. Donc il y a une économie très importante sur la consommation de gasoil, puisque les scieries qui sont complètement isolés en Afrique. Donc pour une production de 60 000 m3 à l'année, c'est quand même 1 million de litres de gasoil économisé. Donc c'est pas anodin. Voilà, alors on a aussi, c'est vraiment la fin, la publication à travers les projets, donc on en a plusieurs. Le dernier pour lequel je suis très impliqué, c'est un guide sur l'utilisation des bois africains éco-certifiés en Europe. Tout ça pour vous dire qu'en utilisant le bon bois au bon endroit et de sauver les forêts tropicales en valorisant ces produits certifiés, enfin, c'est l'objet en fait de ce guide. Bon, moi, je ne cherche pas à concurrencer effectivement les bois de pays. Il y a la place un petit peu pour tout le monde. Économiquement, ils ne sont pas rentables pour couvrir complètement le marché et substituer les bois tempérés, mais il y a de la place. Il vaut mieux utiliser un bon bois et de montrer que le bois peut être utilisé dans des conditions extrêmes plutôt que d'utiliser une essence tempérée qui va mal vieillir, sur lequel on aura un sinistre, et derrière les personnes, puisque je fais de l'expertise judiciaire aussi, la plupart du temps quand ça se termine mal, le client dit bah, moi le bois c'est terminé. Donc je préfère encore utiliser un bois tropical correctement, qui a des propriétés de dureté exceptionnelles, plutôt qu'utiliser à mauvais escient une essence tempérée. Alors moi je vous remercie. Très bien, merci.